Moins l'infini, θ égale à quoi? Je prends ça, et donc θ il va diminuer. Lorsque je suis à l'infini, θ égale 0. D'accord? De l'autre côté, je vais avoir θ égale à pi. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ici de 0 à pi. D'accord? Donc c'est égal à moins ZE carré, donc l'intégrale, si vous voulez, sinus θ dθ. Donc ça, je peux l'intégrer facilement. Et je peux avoir l'impulsion totale qui est communiquée à l'électron. Lors du passage de la particule, l'impulsion communiquée à l'électron, c'est delta P perpendiculaire, que j'ai appelé perpendiculaire. Donc c'est égal à ZE carré sur 2pi epsilon 0 BV. Vous voyez que ça dépend de B. Maintenant, si je connais le P, je connais l'impulsion qui est communiquée à l'électron, je peux déterminer l'énergie cinétique de l'électron. Si j'ai P, j'ai dit le transfert d'impulsion il est très faible, donc je peux pas, c'est pas la peine de prendre le cas relativiste, je prends le cas classique. Donc T égale, en fonction de l'impulsion, P au carré sur 2M. Donc je peux maintenant calculer l'énergie cinétique, c'est T qui est communiqué à l'électron, T égale P au carré sur 2M. Donc si vous remplacez, voilà ce que vous obtenez. Donc vous obtenez l'énergie cinétique qui est communiquée à l'électron. Donc T est égal à Z carré E4 sur 8 pi carré epsilon 0 au carré, B carré V carré ME. Vous voyez que T il dépend de B. Si je change le B, le T change. Donc si l'électron se trouve à un autre B, c'est-à-dire B il a augmenté ou bien il a diminué, donc j'obtiens une autre énergie cinétique. Donc chaque électron va recevoir, si vous voulez, une énergie cinétique T qui dépend de son paramètre d'impact. Donc je peux aussi exprimer le paramètre d'impact B égale ZE carré sur 2pi epsilon 0 V racine de 2ME T. Ça, c'est ça. C'est la même chose. Tout simplement, là, j'exprime T en fonction de B, là, j'exprime B en fonction de T. Donc, à de la formule de B, on va l'utiliser par la suite. Maintenant, on commence à généraliser. J'ai dit, si je prends par exemple un cercle, et ça c'est l'axe, donc j'ai dit si l'électron il est situé ici, ou bien il est situé là, ou bien là, ou bien là, chacun de ces électrons va recevoir la même, énergie cinétique. Parce que B égale constante. Si je prends un électron, je fais le raisonnement sur cet électron, le paramètre d'impact c'est B. D'accord? Le rayon c'est B. Le paramètre d'impact dans ce cas-là c'est le rayon. Donc si B égale constante, donc T égale constante. Donc tous les électrons qui se trouvent au même B vont recevoir la même énergie cinétique T. Donc par exemple, maintenant cette particule lorsqu'elle entre, il va donner à cet électron-là T. D'accord? Si j'ai 20 électrons, cette particule va donner à ces particules-là combien? 20T. Chacun T, si je fais la somme, c'est 20T. Ça veut dire que cette particule, lorsqu'elle entre, s'il interagit uniquement avec ces 20, il va perdre 20 fois T. La perte d'énergie de cette particule, c'est 20 fois T. Si j'ai 1 million, donc chaque électron va prendre T, donc c'est 21 millions fois T. Maintenant, si vous voulez, on va généraliser pour tous les électrons. Il n'y a pas uniquement ceux qui se trouvent à... Le champ électrique, il est créé partout. La particule, lorsqu'il recule, il crée un champ électrique partout. Et tous les électrons du milieu vont sentir ce champ électrique. Donc il y a une force qui va s'exercer sur tous les électrons. Ce n'est pas uniquement un seul électron. Tous les électrons vont subir l'effet, si vous voulez, de le passage de cette particule, c'est-à-dire au champ créé par la particule lorsqu'elle passe. Donc voilà, maintenant on va généraliser ça. Donc si je prends ça, regardez, je vais le mettre ici sur une autre forme. Si je prends maintenant la symétrie cylindrique, d'accord, parce que maintenant j'ai des cercles et l'axe. Donc tout ce qui se trouve sur le rayon B, c'est le paramètre d'impact B est égal à B. D'accord? Je prends par exemple un cylindre. Un cylindre de paramètre d'impact B. L'axe, c'est la trajectoire de la particule. Vous voyez que maintenant, tous les électrons qui se trouvent sur ce cylindre, ils se trouvent à un paramètre d'impact B. D'accord? Chacun, si vous voulez, je prends n'importe quel point ici sur la surface de ce cylindre, j'ai toujours B. Le rayon, c'est B. Donc l'énergie perdue ou bien l'énergie communiquée à n'importe quel électron qui se trouve sur cette surface, c'est toujours T. Chacun des électrons va avoir T. La particule passe, il donne à celui-là un T, T. L'essentiel, c'est qu'il se trouve au même paramètre d'impact B, qui est le cylindre dans ce cas-là. Maintenant, pour généraliser pour tous les autres, d'accord, je vais prendre un élément de volume très petit. Par la suite, j'intègre sur tout le volume de mon matériau. D'accord? Et là, je prends l'épaisseur X, parce que je cherche pour un certain delta X. D'accord? Je prends une épaisseur, si vous voulez, qui est delta X. Et là, le paramètre, j'ai dit, c'est B. Le paramètre d'impact, ça c'est B, le rayon. D'accord? C'est B. Maintenant, je vais choisir un élément de volume. Et par la suite, j'intègre sur le volume total. D'accord? C'est l'essentiel pour
tenir compte de l'interaction avec tous les électrons du milieu. Donc si je prends ça, je prends maintenant un élément de volume. Hein, tout simplement, l'élément de volume, c'est quoi? Je fais varier B d'un élément différentiel d'épaisseur, si vous voulez, dB. Je vais, si vous voulez, entre B et B plus dB. Donc, entre B et B plus dB, ça veut dire que je prends ça, ça. D'accord? Vous voyez que j'ai formé un élément de volume. Il faut le voir très petit. C'est un élément de volume différentiel. D'accord? Donc, l'élément de volume, c'est celui-là, tout simplement. Voici mon élément de volume. Donc, tous les électrons qui se trouvent ici, enfin l'élément de volume maintenant, chacun de ces électrons, pratiquement, il va avoir l'énergie cinétique T. On a raisonné sur un électron. Maintenant, tous les électrons qui se trouvent dans l'élément de volume, ils vont avoir une énergie cinétique qui est égale à T. Et T, il dépend de B. D'accord? T, il va dépendre de B. Donc, cet élément de volume est égal à quoi? Coordonnées cylindriques. L'élément de volume. dV égale 2pi B dB delta X ou bien delta X, dx. D'accord? Donc, c'est ça mon élément de volume, 2pi B dB dx. Combien j'ai d'électrons dans cet élément de volume? Parce que l'interaction va se faire avec tous les électrons qui se trouvent dans cet élément de volume. Donc, c'est égal à combien? À votre avis? Donc, on nous donne le milieu, hein, ce milieu-là, le milieu, il est caractérisé par N. Je voulais donner N, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. C'est la densité atomique. C'est le nombre d'atomes par unité de volume. Ça, c'est par unité de volume. Moi, j'ai un volume dV. Combien j'ai d'atomes? N fois dV. Donc, le nombre d'atomes que j'ai dans l'élément de volume dV, c'est N dV. Maintenant, j'ai parlé d'atomes. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est les électrons. L'interaction se fait avec les électrons. Combien j'ai d'électrons dans cet élément de volume? J'ai N atomes. Chaque atome, il contient combien d'électrons? Z. D'accord? Z. Le carbone 6, il contient Z égale 6 électrons. Donc, la densité électronique, si vous voulez, c'est NZ. Donc, le nombre d'électrons, si vous voulez, qu'il y a maintenant, c'est tout simplement Z fois le nombre d'atomes. Chaque atome, c'est 6 électrons. Par exemple, si c'est le carbone. D'accord? Donc, j'ai, si vous voulez, Z fois N dV. Ça, c'est le nombre d'électrons dans l'élément de volume. Donc, c'était cette quantité que je note NZ. Je vais la noter NE. D'accord? NE, c'est la densité des électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons par unité de volume. J'ai calculé le nombre d'atomes par unité de volume. Maintenant, c'est le nombre d'électrons, j'ai multiplié par Z. NZ, c'est la densité électronique, c'est-à-dire le nombre d'électrons par unité de volume. Donc, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. Maintenant, je connais combien d'électrons et chaque électron va avoir une énergie cinétique T. Ça, c'est pour l'élément de volume. Maintenant, pour le volume total, hein, pour tout le matériau, donc tout le matériau, je dois intégrer sur le total. Donc, je sais pour l'élément de volume, je connais combien j'ai d'électrons et j'ai multiplié par T parce que chaque électron va avoir une énergie cinétique T. Maintenant, si je veux avoir pour tout le volume, je vais intégrer sur le B pour tenir compte de B de 0 jusqu'à l'infini, a priori. Donc, on peut dire je vais intégrer de 0 à l'infini, retenir le matériau kamel que j'ai placé. J'intègre de 0 à plus l'infini. Donc, delta E, donc l'énergie perdue par la particule, ou l'énergie totale gagnée par les électrons. Donc, si vous voulez, delta E, ce n'est rien d'autre que la somme le nombre d'électrons par unité de volume, dans le volume de pi B dB, multiplié par T. Le nombre d'électrons dans le volume, j'ai dit, c'est NZ, d'accord? Multiplié par le volume d'y aller qui est dV, d'accord? Et j'ai intégré maintenant sur le total, sur le volume total. Le paramètre qui varie, c'est le B. B, il va varier, si vous voulez, de 0 jusqu'à l'infini. Maintenant, je remplace le tout, d'accord? Si je remplace, donc j'ai remplacé, vous voyez que NE, c'est NZ, c'est le nombre d'électrons par unité de volume. Donc je remplace, ça va me donner NE, 2pi B dB, Z carré E4 sur... Je remplace T par son expression. Vous voyez le T qui a... Le T, donc multiplié par T. Nombre d'électrons dans le volume, multiplié par 2pi B dB, multiplié par T. Donc je remplace T par son expression et j'obtiens, si vous voulez, cette formule. Par la suite, je fais descendre dx ou bien delta x. Donc je vais avoir delta E sur delta x et vous obtenez donc cette expression.
Par la suite, vous simplifiez les termes et vous obtenez quelque chose intégral de dB sur B. Donc dB sur dB, l'intégrale, ça vous donne le log. Et vous voyez que maintenant, j'ai fixé des bornes. Donc j'ai dit, a priori, on doit prendre de 0 jusqu'à l'infini. Mais l'infini, ça veut rien dire. D'accord? Maintenant, je reviens à l'atome. Je reviens à l'atome. Si j'ai un électron qui est là, ou la particule passe ici, cet électron, est-ce qu'il sera arraché? D'accord? Donc il ne sera pas arraché. Moi, je parle ici de l'ionisation. Donc ça, la formule de Bethe-Bloch que je donne ici, c'est pour l'ionisation. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est même pas l'excitation, c'est l'ionisation. Donc si la particule est loin, le paramètre d'impact est très grand, donc pratiquement cette particule-là, elle va recevoir une certaine impulsion, mais il est très faible. Il ne peut pas arracher l'électron. Donc cet électron ne va pas bouger pratiquement, il va rester à sa place. Donc je ne vais pas avoir d'ionisation. Donc tous les électrons qui sont loin, je dois les éliminer. Donc jusqu'à un certain paramètre d'impact, c'est là où ça veut dire la force, où l'énergie communiquée à l'électron est importante et l'électron peut être arraché. Donc je dois intégrer uniquement jusqu'à un certain B max. D'accord? La même chose, le choc frontal, on ne peut pas avoir le choc frontal, c'est difficile. Déjà, si vous utilisez par exemple le principe d'Eisenberg, delta P, delta X, donc si delta P max, delta X min, donc dans ce cas-là, vous allez avoir B, pour nous c'est le minimum, pour le maximum mondial delta P, qui est de l'ordre de H bar, donc ce n'est pas égal à 0. Donc B ne peut pas être égal à 0, donc c'est pour ça qu'on prend un B min. Donc je vais intégrer de un certain B minimal jusqu'à un certain B max. Et par la suite, je dois déterminer B min et B max. D'accord? Pour le moment, je fixe un B min et je fixe un B max et j'intègre donc entre ces deux variables, donc ce n'est pas de 0 à l'infini, mais de B min jusqu'à B max. Voilà, et j'obtiens donc cette formule. Il me faut maintenant la détermination de ce B max et B min. Donc on peut le faire de différentes manières parce que nous, on n'a pas beaucoup de temps. Donc je passe très vite d'une manière plus simple. Hein? Je reviens le B, parce que ce que je cherche moi, c'est le B. B, si je veux avoir le maximum, si je veux avoir B max, c'est-à-dire l'électron qui est le plus loin, l'énergie cinétique qui doit être communiquée à cet électron-là, c'est égal à quoi? Le minimum, c'est lorsque l'énergie cinétique qu'il y a ici, d'accord? L'énergie cinétique qu'il y a ici doit être supérieure à l'énergie d'ionisation. C'est ce qu'on appelle potentiel d'ionisation moyen. Il est qu'un T inférieur au potentiel d'ionisation, l'électron ne sera pas ionisé. Donc au moins, c'est-à-dire B maximum, c'est-à-dire j'ai pris une grande distance. D'accord? Donc pour cette distance-là, il faut que l'énergie T soit supérieure à T, à l'énergie d'ionisation. Donc si vous voulez, le minimum d'énergie, c'est lorsque T égale l'énergie d'ionisation. Donc il y a qu'un T inférieur à l'énergie d'ionisation, donc les électrons qui sont loin ne seront pas ionisés. Donc B max, c'est lorsque T à la limite égale à I d'ionisation. I, c'est une caractéristique de milieu. Donc le milieu, il est caractérisé par le potentiel d'ionisation ou bien d'excitation moyen qui est donné. On vous le donne. D'accord? Et je vais vous donner la formule par la suite qui donne ça. Donc voilà, de cette manière, je peux facilement en déduire B max. B max est égal à ZE carré sur 2pi epsilon 0 V racine de 2m E I. I, c'est le potentiel d'ionisation, d'accord, qui est donné pour chaque milieu. C'est l'énergie d'ionisation en quelque sorte, l'énergie d'ionisation des électrons atomiques. Donc je remplace T par I et j'obtiens B max. Donc voilà, j'ai déterminé B max. Maintenant B min, minimum. Minimum de B, quand est-ce qu'on obtient le minimum de B? C'est lorsque T est max. Et on avait dit le maximum de la vitesse, c'est lorsque V égale 2 fois V0, ce que j'ai fait au début, lors du choc frontal. Donc le maximum de T, c'est lorsque V égale 2 V0. Donc je peux remplacer, si vous voulez, T est égal à 1 demi ME V, V1. D'accord? V1, j'ai dit, il est de l'ordre maximum, c'est lorsque V1 égale 2 V0. Donc je remplace V1 par 2 V0 et je vais obtenir, si vous voulez, T est égal à 1 demi, T égale 1 demi, j'ai T qui est 1 demi ME V1 au carré. Donc si V1 est égal à 2 V0, donc on va 1 demi ME V2 V0 au carré. Je remplace V par 2 V0. Ça, c'est le maximum de vitesse que peut acquérir, si vous voulez, l'électron E. Donc si je remplace ça, donc ça va me donner 1 demi ME 4 V0 au carré. Donc ça, si vous voulez, c'est B min lorsque je remplace, si vous voulez, le T par cette expression. D'accord? Donc si je remplace, ça peut être exprimé en fonction de T0. T0 qui était l'énergie cinétique initiale. Ça, T0. Donc je peux maintenant avoir B min facilement. Je remplace, j'ai dit tout simplement T par cette expression.
Maintenant, je remplace le tout. Hein? B-min, donc c'est ça. À la fin, si vous voulez, je remplace B-min et B-max par l'expression et vous voyez que j'obtiens cette formule, si vous voulez, qui a été établie par Bohr, qui donne la perte d'énergie par unité de longueur. Donc, c'est delta x sur delta E égale E4 NE sur 8 pi epsilon 0, etc. Par la suite, ça c'est la formule de 1913. Par la suite, cette formule a été modifiée en tenant compte de tous les paramètres qu'on a négligés au début, les effets quantiques, les effets relativistes et tout. En tenant compte, si vous voulez, de tout, la formule finale qui a été établie, ça a été établi en 1953 par Bethe et Bloch. Et c'est la formule qu'on utilise souvent, donc j'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de calculer la perte d'énergie pour n'importe quelle particule, n'importe quelle énergie, n'importe quel milieu. Donc voilà cette formule. Vous voyez qu'il dépend si vous voulez, de n. N, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. En général, j'ai toujours demandé des questions de ce genre. Quelle est la signification de chaque terme? À la limite, je dois connaître tous les termes qu'il y a ici. Quel terme, qu'est-ce qu'il signifie? À la limite, j'ai une formule, je dois connaître c'est quoi. Donc n, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. Vous avez Z, c'est le numéro atomique du milieu. Vous avez ME, c'est la masse de l'électron. DE sur DX, c'est la perte d'énergie par unité de longueur. Vous avez I, c'est le potentiel d'ionisation moyen. Vous avez V, c'est la vitesse de la particule. Vous avez grand Z, Z du milieu. Vous avez petit z, c'est le numéro atomique de la particule qui recule. Bêta, c'est V sur C. Vous voyez que c'est très simple. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Ça, c'est des formules que je n'ai jamais apprises. Donc, il ne faut pas apprendre ça. À la limite, il faut connaître comment retrouver la formule LU, là. Donc, les étapes, comment on a fait pour retrouver la formule de Bohr. Vous n'apprenez rien. Je ne vous conseille pas d'apprendre des formules comme ça. Il faut savoir comment les retrouver et il faut savoir quelle est la signification de chaque terme. Qu'est-ce que je suis en train de mettre là-bas? Lorsqu'on me dit, par exemple, NE, NE, c'est la densité électronique. Mais si on me donne NZ, ça veut dire N, c'est la densité atomique, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons pour l'atome, neutre. Donc voilà ce qu'on obtient. Autre chose, on constate que cette formule varie en fonction de la vitesse de la particule et de la charge de la particule. La particule qui recule, elle a une charge, elle a un numéro atomique Z, petit z, et elle a une vitesse V. Vous voyez que ça dépend si j'ai le même milieu. Donc pour différentes particules, ça diffère parce que j'ai le Z différent. J'ai le proton, c'est Z égale 1, alpha Z égale 2, etc. J'ai 5 MeV, c'est pas 3 MeV, c'est pas 4 MeV. D'accord? Ça dépend de la vitesse et ça dépend, si vous voulez, du numéro atomique de la particule. Donc ça ne dépend pas de la masse du noyau de la particule et ça ne dépend pas aussi de la masse des atomes du milieu. La variation, j'ai dit la variation en fonction de la vitesse. Vous constatez que vous avez une variation log de V carré, et vous avez une variation 1 sur V au carré. Donc ça, c'est une formule qui est très importante. La variation du log, il est long. D'accord? La variation est lente, pardon. Par contre, la variation du V carré, 1 sur V carré, elle est très, très forte. Donc la variation, si vous voulez, en 1 sur V2, d'accord? Qui est la plus importante. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, la particule perd le maximum d'énergie à la fin. Ce n'est pas au début. Lorsqu'il entre, il perd très peu. Mais lorsqu'il s'apprête à s'arrêter, à ce moment-là, la perte d'énergie est maximale. D'accord? La perte d'énergie, le dépôt d'énergie ou bien la dose qui sera déposée est très importante. Donc, l'utilisation, si vous voulez, pratique, c'est très, très important. Ça nous donne ce qu'on appelle la courbe de Bragg ou bien le pic de Bragg. Ça, c'est pour, par exemple, le traitement de certaines tumeurs. On utilise maintenant ce qu'on appelle l'hadrothérapie, c'est-à-dire la thérapie avec des protons ou bien du carbone ou bien de l'hélium. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la particule perd l'énergie vers la fin. Donc le dépôt de l'énergie, je peux localiser où est-ce que je veux déposer l'énergie pour tuer les cellules, si vous voulez, qui sont immorales. D'accord? Donc je peux choisir exactement où est-ce que je peux tuer les cellules sans endommager les cellules avant. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça, je suppose, une tumeur qui se trouve ici. Si je la traite, par exemple, avec des rayons X, ils perdent leurs énergies, si vous voulez, au début. L'atténuation, si vous voulez, sera très grande au début, mais ça diminue, ça sera atténué. Donc la perte, si vous voulez, ça va être quelque chose de ce genre. Vous voyez que lorsqu'ils arrivent, les particules entrent, mais lorsqu'ils arrivent ici, vous voyez que la perte d'énergie elle est faible.
mais le dépôt d'énergie, la plus grande partie de l'énergie déposée a été déposée en avant. Donc je peux endommager facilement les cellules qui sont en amont. Donc je endommage les cellules, je veux guérir une partie, mais je fais des dommages si vous voulez, ou bien je crée des dommages pour les cellules qui sont en amont, c'est-à-dire qui se trouvent à l'avant. D'accord? Donc ça c'est mauvais. Par contre, avec les protons, maintenant si j'utilise cette propriété 1 sur V2, qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose comme ça. Au début, le proton il va entrer, il perd très peu d'énergie, mais lorsqu'il s'apprête à s'arrêter, c'est-à-dire lorsqu'il parcourt un certain parcours, il va perdre de l'énergie, la perte d'énergie devient très importante et je vais avoir un pic. Donc là, je dépose un maximum d'énergie. Donc je peux tuer les cellules qui sont ici, mais je n'ai pas endommagé beaucoup, si vous voulez, je n'ai pas endommagé beaucoup, si vous voulez, les cellules qui se trouvent à l'avant. Vous avez l'application, ça c'est une application qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'hadron-thérapie. D'accord, l'hadron-thérapie, c'est la thérapie avec des hadrons. Les hadrons, dans notre cas-là, c'est les protons, ou bien carbone, ou bien hadrons, c'est tous les baryons. J'ai parlé des baryons. Les baryons et les mésons, ils font partie, si vous voulez, partie de ce qu'on appelle une grande famille qu'on appelle hadrons. Hadrons, fait les mésons, le pi que vous avez vu, et les baryons, j'ai dit les protons, les carbones, etc., tous les noyaux. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ça hadron-thérapie. La thérapie avec des hadrons. Dans ce cas-là, nous, on utilise, si vous voulez, le proton, ou bien le carbone, ou bien les alphas. D'accord? Maintenant, autre chose. Donc maintenant, si vous voulez, l'autre notion qui est importante à savoir, c'est ce qu'on appelle le parcours. Le parcours, c'est comme le nom l'indique. Le parcours, c'est la distance parcourue par une particule lorsqu'il entre dans le milieu jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc la distance parcourue, c'est ce que j'appelle parcours. Donc, ou bien, on peut le dire d'une autre manière, c'est la distance parcourue par la particule depuis l'énergie cinétique initiale T0 jusqu'à 0. Donc, lorsque la particule entre avec une certaine énergie cinétique T0, jusqu'à ce qu'il s'arrête, il va avoir l'énergie 0. Donc, la distance qui est parcourue, c'est ce que j'appelle parcours. Et comme pour les particules chargées lourdes, j'ai dit le parcours, c'est rectiligne, donc c'est une droite, donc je peux connaître le parcours des particules. Et si je connais le parcours, je peux me protéger, ce que j'ai dit au début. Donc si je connais le parcours, par exemple, des alphas de 5 mètres, c'est 2 cm. Je dois placer quelque chose de 6 cm ou 7 cm pour être sûr qu'aucun alpha ne va atteindre mon corps. Ou bien, ça c'est pour n'importe quelle particule. D'accord? Vous voyez que ça, pour la protection, c'est important donc de connaître ce parcours. Comment déterminer maintenant le parcours? C'est très simple, hein, le parcours. Si je veux déterminer ça expérimentalement d'une manière très simple, vous voyez que j'ai une source qui émet par exemple des particules alpha. Ensuite, j'ai un détecteur de l'autre côté. Et au milieu, j'ai des absorbants. J'introduis, si vous voulez, des plaques, des feuilles, hein, par exemple l'aluminium ou bien le plomb. Ça dépend de ce que je suis en train d'étudier. D'accord? Un milieu. Hein. Par exemple, le plomb, j'introduis le plomb. Et au début, par exemple, j'envoie, la particule va me donner, elle a une certaine activité. Par exemple, il me donne 100 particules par seconde. 100 particules par seconde, je détecte par le détecteur, je trouve 100. Je commence à introduire des absorbants. Je vais par exemple 1 mm ou bien 1 cm d'aluminium. Par exemple, je suis en train d'étudier l'aluminium. 1 cm d'aluminium, je regarde combien il sort. 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, etc. À un certain moment, je constate qu'il n'y a aucune particule qui sort. Toutes les particules sont absorbées. Donc on fait cette étude. Si je fais cette étude et j'augmente l'épaisseur, j'obtiens une courbe de ce genre. D'accord? Donc I, c'est l'intensité qui est détectée. I0, c'est ce qui est émis par la source. Donc au début, j'ai I égale I0. Si je n'ai pas d'absorbant, hein, j'envoie 100, je détecte 100. Maintenant, je mets 1 cm, je constate qu'il y a 100. Entre 100, il sort 100. Ça veut dire qu'il n'y a aucune particule qui est absorbée. 2 cm, hein, 100. 3 cm, 100. 4 cm, 100, etc. Vous voyez que c'est égal à 1, c'est-à-dire I sur I0 égale à 1. Il n'y a pas de particule qui est absorbée. J'ai dit les particules alpha, mais lorsque j'envoie des particules alpha, je ne vais pas trouver une particule qui va parcourir 1 cm, ou 2 cm, ou 5 cm. Ils vont parcourir la même distance. Ils vont parcourir la même distance jusqu'à ce qu'on arrive à un certain moment où on commence à avoir l'absorption. Ça veut dire qu'il y a les particules qui seront absorbées par le matériau. Et vous voyez que la descente, hein, vous voyez la descente, il est comme vous la voyez là-bas. Donc il est rapide. Ça veut dire que toutes les particules vont parcourir par exemple 5 cm. D'accord? À 5 cm, il y a des particules qui sont arrêtées et d'autres qui ne sont pas arrêtées. Donc ça veut dire que pour les arrêter, il faut 5 plus ou moins delta x. D'accord? 5 plus ou moins delta x. Donc je peux déterminer ce que j'appelle le parcours moyen. D'accord? Le parcours moyen, c'est lorsque la moitié est absorbée. Vous voyez que lorsque I sur I0 égale 0,5, j'ai la moitié. Donc ça, c'est ce que j'appelle parcours moyen. Donc en général,
En gros, si vous voulez, on parle du parcours moyen, ça veut dire que 50% passent et 50% sont absorbés. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire parcours moyen. Mais je dois ajouter une faible épaisseur et toutes les particules sont absorbées. L'essentiel, c'est que vous voyez que toutes les particules sont arrivées à ce R moyen, pratiquement. Toutes les particules vont parcourir la même distance. J'ai dit les photons, je peux envoyer 1000, hein, je vais avoir, si vous voulez, l'atténuation, c'est selon une exponentielle. Premier centimètre, il y a certains qui sont absorbés, d'autres qui sont absorbés après 2 cm, 3 cm, etc. Donc ce n'est pas comme les alphas. Les alphas, ils doivent tous parcourir la même distance et après, c'est des fluctuations. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le straggling. Il y a le phénomène qu'on appelle phénomène de straggling. Il y a une fluctuation autour de la valeur moyenne. Donc voilà comment on détermine, si vous voulez, le parcours d'une particule. La même représentation, je peux la faire comme ça. La première représentation, c'est celle qui est en haut. D'accord? Ça, c'est le nombre de particules transmises. Les particules transmises, pardon. C'est-à-dire ce que j'ai vu, ce qu'on a montré tout à l'heure. La deuxième courbe, je compte le nombre de particules qui sont absorbées. D'accord? Le nombre de particules qui sont absorbées. Vous constatez qu'au début, il n'y a aucune particule qui n'est absorbée. Toutes les particules passent. Lorsque j'ai mis 1 cm, toutes les particules passent. 2 cm, toutes les particules passent. 4, etc. Jusqu'à ce que j'arrive, par exemple, à 5 cm. Là, hein, on commence à voir, si vous voulez, il y a certaines particules qui sont absorbées. Donc, le nombre de particules absorbées, vous voyez qu'il augmente. D'accord? Vous voyez que le nombre de particules absorbées augmente jusqu'à un maximum et ça me donne 0 par la suite. D'accord? C'est cette descente qui est là pour les particules transmises. Maintenant, pour les particules absorbées, il commence à augmenter, il commence à absorber, maximum, et on va tomber vers le 0. Donc ça, c'est lorsque je trace les particules qui sont absorbées. Ça, c'est les particules qui sont transmises. Par la suite, c'est les particules absorbées. Maintenant, c'est la troisième, je trace la perte d'énergie en fonction de la profondeur de pénétration, en fonction de X. D'accord? J'ai dit la particule au début, lorsqu'il entre avec une grande vitesse. La perte d'énergie, dE sur dx, il est très petite. Mais plus il avance, la vitesse il va diminuer jusqu'à ce qu'il s'apprête à s'arrêter. Lorsque la vitesse prend une très faible vitesse, à ce moment-là, c'est là où la particule, si vous voulez, perd le maximum d'énergie et ça nous donne ce pic. Ça veut dire à cette distance-là, à cette épaisseur-là, que la dose maximale est déposée. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour traiter par exemple des tumeurs qui sont situés à cette position, je dois faire mon calcul au début de telle manière que ce pic tombe ici. D'accord? Il tombe à la position où il y a la tumeur. Donc, dans ce cas-là, j'envoie mon faisceau et je sais que le pic il va tomber là-bas exactement. Et donc, vous voyez que la dose qui est déposée elle est très importante. Il peut tuer les cellules malades qui sont situées à cette position. Maintenant, le parcours. Donc, ici, on va essayer, si vous voulez, de calculer, de trouver quelque chose qui nous donne le parcours, ou bien de lier le parcours à la perte d'énergie, c'est-à-dire le pouvoir d'arrêt. Donc, le parcours, j'ai dit, c'est quoi? En principe, le parcours, comme vous le voyez là-bas, R, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de 0 à R de dx. Ça me donne R. Maintenant, je vais introduire dE sur dx. Vous voyez? Je multiplie, donc je vais l'écrire sous la forme dE sur moins dE sur dx. Et le moins, je change les bornes. D'accord? Donc, vous voyez que dE sur dx, ça me donne dx. D'accord? C'est dx. Maintenant, je fais apparaître dE sur dx, ou bien moins dE sur dx, qui est la perte d'énergie, le pouvoir d'arrêt. Donc maintenant, le pouvoir d'arrêt, je le connais. L'expression, la formule de Bethe-Bloch, j'ai dit dans la formule de Bethe-Bloch, il y a, si j'ai un milieu. Maintenant, je suis en train d'étudier le recul des particules, de différentes particules, si vous voulez, dans un même milieu. Donc le milieu n'a pas varié. Par exemple, l'eau, je prends l'eau comme étant mon milieu, et les protons, ou bien les alphas qui vont reculer dans ce milieu. Donc l'eau, il est caractérisé par le N, il est caractérisé par le I, il est caractérisé par le grand Z. Hadou ne change pas. D'accord? Donc je regroupe tous les termes qui sont constants et la particule, si vous voulez, il vient avec une certaine vitesse V et il a une charge Z. Hadou, la particule peut changer. Je peux envoyer des protons ou bien des alphas. Donc j'ai les variables, si vous voulez, c'est le petit Z et c'est le V. Donc le tout, je vais le regrouper. Je fais sortir le petit z. Vous voyez que je prends le moins dE sur dx. Je peux l'écrire sous la forme z carré, parce que pour moi c'est une variable. Et tous les autres termes, je vais les regrouper pour la fonction que j'appelle f de v. La variable fait arrêter comme v. D'accord? 1 sur v carré, log de v, n, z, me, 4pi epsilon 0. Tout ça, ils sont à l'intérieur de f. Donc j'ai regroupé ça. Donc ça va s'écrire donc z carré, f de v, z sur m. Z sur m, c'est une constante. Donc je peux la faire entrer en principe à l'intérieur. Maintenant,
Donc je connais dE sur dx, donc je peux l'écrire sous cette forme, mais il me reste dE. dE c'est quoi? C'est la variation de l'énergie totale. C'est D différentiel, si vous voulez, de l'énergie totale. L'énergie totale c'est quoi? C'est l'énergie de masse plus l'énergie cinétique. Mais lorsque je calcule dE, la différentielle les m, d de m, c'est égal à 0. Les masses, c'est des constantes. Donc dm égale 0. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester dE égale dt. D'accord? C'est tout simplement la variation de E, c'est la variation de l'énergie cinétique. D'accord? dt ou dE égale à dt. T, si je prends le cas relativiste, j'ai dit T, c'est mc carré facteur de gamma moins 1. Donc si je calcule maintenant dt, donc ça va me donner d de gamma m. d de m gamma. D'accord? Donc c'est ça ce que j'obtiens maintenant. Gamma, c'est quelque chose qui dépend de la vitesse. Maintenant, si je dérive par rapport à la vitesse, c'est-à-dire dE sur dV, donc je dérive par rapport à la vitesse, j'ai tout simplement le dérivé gamma par rapport à la vitesse. M multiplié par d de gamma sur la vitesse. Donc si je peux facilement, gamma, j'ai dit c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc ça dépend de la vitesse. Donc je dérive ça. Donc si je dérive, je vais obtenir donc dE est égal à mv gamma 3 dV. Vous faites le calcul, vous trouvez ça. C'est un calcul, tout simplement. Vous faites la dérivée. mv gamma 3 dV. Maintenant, je remplace dans l'expression en haut, d'accord? Je remplace dE par son expression et moins dE sur dx par son expression. Donc, si je remplace, je trouve m sur z carré, l'intégrale de 0 à v0. Donc, 0, c'est tout simplement, j'ai dit, lorsque j'ai l'énergie égale 0, donc la vitesse égale 0. Lorsque j'avais l'énergie cinétique initiale ou bien l'énergie totale initiale E0, donc ça correspond à la vitesse initiale V0. Donc les bornes 0 à V0, c'est clair d'où elles viennent. Ou bien le 0 et E0, lorsque j'ai le parcours égal 0, l'énergie shakent. Lorsque la particule, il arrive, il arrive à x égale 0. L'énergie c'est E0. D'accord? Et lorsque la particule, si vous voulez, après R, lorsque la distance est égale à R, donc l'énergie c'est 0. Lorsqu'il entre, il entre avec E0, et lorsqu'il s'arrête, c'est le parcours R. Donc de ça, si vous voulez, que j'ai changé pour les bornes. Voilà, maintenant j'obtiens l'expression du parcours, c'est m sur z carré, 0, v0, v gamma 3, dv, f de v, z sur m, e, etc. Vous voyez que maintenant j'ai une intégrale et j'ai des bornes de 0 à v0. Si j'intègre une fonction, j'ai une fonction, n'importe quelle fonction, et je vais l'intégrer, et la variable, si vous voulez, je vais l'intégrer entre 0 et v0. À la fin, le tout va dépendre de v0. Je calcule cette intégrale, à la fin je trouve une fonction, c'est-à-dire qu'il y a tous les autres termes qui étaient constants, etc. Et avec l'intégration de v, et j'obtiens une fonction que j'appelle gv0. Ça ne m'intéresse pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. L'essentiel, c'est une fonction qui va dépendre uniquement de la borne v0. D'accord? Il dépend de la vitesse initiale de la particule. Il dépend du milieu, il ne dépend pas de la particule, il dépend uniquement de la vitesse de la particule. Donc c'est-à-dire si maintenant j'ai un milieu, je connais, et j'envoie des particules alpha, et j'envoie aussi des protons P, d'accord, des protons et des alphas, mais le proton et le alpha possèdent la même vitesse initiale. Vitesse initiale, machine énergie cinétique, d'accord. Si le proton et le alpha possèdent par exemple la même vitesse initiale, donc G, V0, G il dépend uniquement de V0. Il a le proton A possède V0 et le alpha possède V0, donc G pour le alpha de V0 est égal à G pour le proton V0, parce qu'il dépend uniquement de V0. Donc je n'ai rien changé, donc uniquement la V0, comme les deux particules possèdent les mêmes V0, donc G de V0 ça va être G V0. Donc j'ai dit, c'est R égale M sur Z au carré, G V0. Donc M sur Z carré, G V0, Z et M c'est la particule qui recule. Maintenant, si j'applique ça, par exemple, pour une particule R1, je suppose que j'ai une particule 1 ou une particule 2 qui possédaient la même vitesse initiale. Donc, GV0, ça va être la même. Donc, je vais avoir R1 est égal à M1 sur Z1 au carré, GV0, ou R2, parce qu'il venait avec la même vitesse initiale. Donc, est égal à M2 sur Z2 au carré, G de V0. Parce que la vitesse initiale est la même. Donc, si je fais le rapport, donc je vais avoir R1 sur R2. R1 sur R2 est égal à Z2 au carré, M1 sur Z1 au carré, M2, M2. Vous voyez que maintenant, si on me donne le parcours R2 ou le R1, je peux déterminer l'autre parcours. Si je connais R1, je détermine R2.
Si je connais R2, je détermine R1. Parce que les masses, je les connais, les particules, je les connais. Le milieu d'Yali, par exemple, l'aluminium, je connais le M, je connais le Z. Les particules, c'est alpha, je connais le Z. Le proton, l'inconnu, n'arrive le M ou n'arrive le Z. Donc, je peux facilement déterminer R2 connaissant R1. C'est très simple, d'accord? Donc, par exemple, dans ce cas-là, je vais avoir R1 est égal à R2 multiplié par Z2 au carré sur Z1 au carré multiplié par M1 sur M2. Donc, ça me facilite de trouver le parcours d'une autre particule, connaissant le parcours d'une particule, à condition qu'il recule dans le même milieu et il possède la même vitesse initiale, V0. Donc, voilà, on s'arrête ici.